à toutes et à tous. Je suis Philippe Caloudian, le président de l'association des alumni. Ce cycle de conférences décidées qu'on a démarré il y a presque un an est né du constat que notre école, bien qu'appelée école d'ingénieur, est en fait une école de management, puisqu'elle forme autant aux matières scientifiques qu'aux matières de management, puisque, je vous apprendrai rien, une mine, historiquement, une mine, c'est à la fois de la matière scientifique, mais aussi de la matière humaine, sociale, économique. Et donc, on forme ici, dans cette belle école, on accueille et on forme des ingénieurs généralistes qui sont a priori en capacité à gérer des entreprises. Et donc, ce cycle est né du constat que, étonnamment, autant on avait énormément de nos alumni qui étaient dans des cabinets ministériels ou dans des ministères. Notre cher Mehdi, ici présent, est là pour en témoigner. Autant on avait très très peu d'élus. Et donc, partant de cet étonnement, voire de cette déconvenue, on s'est dit que peut-être un cycle d'accueil de décideurs politiques permettrait de donner envie à nos jeunes ou à nos alumni de s'investir dans la vie politique et dans la vie publique, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, vu l'état de nos finances et de notre, on peut dire le mot, notre déclin aux yeux international, il y a peut-être quelque chose à faire pour enrayer la chose et nous remettre dans une spirale de croissance tout en respectant les problématiques écologiques qui sont face à nous. Donc on a accueilli des décideurs politiques et donc merci beaucoup à Renaud Dutreil d'être parmi nous ce soir. Dans une logique de pluralisme, on a accueilli autant de gens de gauche que de droite depuis 6 mois et le but de ces conférences, c'est de partager des questions, des réflexions, des points de vue. Merci à Mehdi d'organiser et à Emmanuel d'organiser cette soirée. Le but est d'échanger, même si on n'est pas d'accord, de manière courtoise et respectueuse, et d'apprendre comment se construit la décision publique qui structure notre présent et notre futur, tout comme le pacte Dutreil a sûrement de manière assez substantielle, mais assez peu connue, structuré le tissu économique ces 20 dernières années. Merci beaucoup, et je passe la parole à Godefroy Beauvalet, notre directeur. Merci Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à notre invité. Alors, j'ajoute quelques mots, même si Philippe a dit beaucoup de choses. Je trouve que cette séance est particulièrement intéressante et qu'il y a une affinité avec Renaud Dutreil dans cette école à plusieurs égards. Alors d'abord, vous êtes ici à l'Université Paris Sciences et Lettres, dont vous êtes un alumni, puisque l'école normale supérieure, qui est votre alma mater, c'est pas seulement nos voisins, c'est une composante de l'Université Paris Sciences et Lettres, comme nous. Ensuite, parce que votre parcours allie théorie et pratique. Vous avez des études prestigieuses, vous avez eu des responsabilités ministérielles, politiques importantes, mais vous avez aussi travaillé dans l'entreprise comme dirigeant, comme administrateur, dans des grands groupes, dans le capital risque. Et je crois avoir compris que vous avez été boulanger aussi, donc d'une manière qui n'est pas complètement claire dans mon esprit, en tout cas que vous avez travaillé dans la boulangerie, mais pas avant d'avoir fait l'ENA et le Conseil d'État, mais après, donc c'est plus original d'une certaine manière. Donc vous savez que théorie et pratique, c'est la devise de l'école des mines. Donc on est heureux de voir ce passage du public au privé, le fait qu'on peut avoir une variété d'expériences, c'est quelque chose auquel on est très sensible. Et puis vous avez été aussi très sensible aux questions des petites entreprises, des ETI. Vous avez liké sur LinkedIn des posts de la chaire ETI Lab de l'école. Donc Pierre Fléquinger, qui anime la chaire, me le faisait remarquer tout à l'heure. Donc on vous remercie de suivre des activités de l'école des mines sur ces sujets. On sait que le pacte Dutreil est tout particulièrement important et sensible pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui sont souvent des entreprises familiales. Et puis enfin, et je voudrais conclure par ça, on a appelé ce cycle décidé, mais la question du pouvoir, traditionnellement, elle se décompose. Il y a 2 figures du pouvoir. En ce moment, d'ailleurs, ça va résonner, vous allez voir, c'est l'empereur et le pape. En ce moment, on a d'ailleurs de la dialectique entre l'empereur et le pape, au niveau le plus global qui soit. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui détient le pouvoir, celui qui
dont la parole est performative, celui qui va choisir d'affecter de l'argent, des hommes à tel ou tel endroit. Et puis le pape, c'est l'influenceur. C'est celui qui exerce un magistère moral, qu'on écoute, dont la parole est lue par un coup, alors d'éditoriaux, d'influence, de lobbying, c'est tout un tissu qui est très complexe. Et il me semble que à travers votre personne, on rejoint ces deux facettes, de ce que par commodité on appelle le décideur ou le dirigeant, mais qui en fait sont deux figures, alors qu'on tient successivement comme rôle, mais je pense que d'avoir exercé l'un et l'autre vous donne une perspective particulièrement intéressante, parce que, comme l'a dit Philippe, l'ingénieur, c'est pas toujours lui le ministre. Alors, il y en a quand même, alors en Chine beaucoup, mais en France aussi, parce que Jean-Pierre Farandou, par exemple, ancien de l'école, est aujourd'hui ministre. Enfin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus porté. Et souvent, il est à côté. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on navigue entre ces deux pôles de l'influence et du pouvoir. Donc, voilà ce que je vous engage à discuter ce soir avec Renaud Dutreil. Je crois qu'on est tout particulièrement intéressé par cette fabrique de la décision publique, puisque nous sommes en petit comité dans cette bibliothèque, qui est un peu le cœur de l'école. L'idée, c'est de pouvoir, on est sur YouTube aussi, mais de pouvoir parler pas simplement du fond, mais aussi de la manière dont ça se passe. Et tu as dit le risque du déclin, les questionnements, les doutes dans lesquels sont la France et l'Europe aujourd'hui. Et je pense que ces doutes ne tiennent pas que à la teneur des décisions, mais aussi à la manière dont elles sont prises. Et donc c'est important pour nous d'explorer ça aussi. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints pour la soirée. Et je passe la parole à Mehdi. Et le micro. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dutreil, pour être présent parmi nous. Oui, il faut que je parle un peu plus fort. Oui, pardon. C'est parce que j'ai le micro ici. Donc, voilà. Merci, Monsieur Dutreil, pour être présent ici parmi nous. Avant peut-être d'entamer la discussion, rappeler un petit peu l'ordre du jour, si je puis dire. On sera tous les deux à papoter, si je puis dire, jusqu'à 19h30 à peu près, et ensuite on aura une trentaine de minutes d'échange en interaction avec la salle et éventuellement une synthèse par Philippe et monsieur le directeur de l'école. Alors on s'est pas concerté tous les trois, mais je crois qu'on est tous tombés d'accord sur votre figure un peu inconnue au sens de vous avez eu tellement de casquettes dans votre vie, tour à tour intellectuel, serviteur de l'État, secrétaire d'État, puis ministre, investisseur, business angel comme on pourrait le dire aujourd'hui dans la langue moderne, et également entrepreneur. C'est un parcours atypique. Est-ce que vous voudriez revenir un petit peu dessus, nous raconter tout ça? Oui, d'abord merci de votre invitation. Sur mon parcours qui n'a pas grand intérêt, c'est un parcours que je qualifierais de curieux. C'est la curiosité qui m'a toujours guidé. J'ai probablement, dans la première partie de ma vie, été fabriqué par les livres. C'est pour ça que je suis très heureux d'être dans une bibliothèque. Je suis un produit des livres que j'ai lus, à partir du moment où j'ai appris à lire, et ces lectures qui ont déterminé une grande partie des choix dont je porte encore les conséquences, y compris des choix matrimoniaux, des choix de curiosité intellectuelle, des choix professionnels. Et à partir d'un certain moment, j'ai voulu basculer dans l'action et j'ai commencé à faire de la politique. Et ma vie, à partir du moment où j'ai fait de la politique, a été en fait gouvernée par deux espérances qui sont très humaines. C'est parcourir des courbes d'apprentissage, donc apprendre. Et la plupart du temps, quand je quitte une activité, c'est que j'ai l'impression de ne plus apprendre. Et puis avoir ce sentiment peut-être très immodeste, de parcourir aussi des chemins de créativité, de création, être capable dans les activités dans lesquelles je me suis engagé, de créer quelque chose, même si c'est très modeste, eh bien, qui me donne cette satisfaction que tout être humain a lorsqu'il innove. Bon, donc, créativité, apprentissage, c'est vraiment ce qui a guidé en fait mon parcours, très éclectique, dans chacun de ces métiers que j'ai découverts, que j'ai essayé de maîtriser et qui à un moment m'ont lassé. J'ai eu la plupart du temps plus
d'échecs que de réussites. Et ce sont plus ces échecs, d'ailleurs, qui m'ont fait progresser. Donc aujourd'hui, je suis pas zen, mais en tout cas, je suis très favorable à mes propres échecs. Je les aime bien parce que, en fait, j'en tire souvent une substance que les réussites n'apportent pas toujours. Donc voilà, c'est une vie qui a été marquée par beaucoup de tentatives, pas mal de tentatives ratées, certaines réussies, et je continue à être animé par cette curiosité qui définit, je pense, les Français. Je pense que nous sommes un pays qui a ce goût de l'inconnu. Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. L'impossible n'est pas français, disait Napoléon. Donc nous sommes probablement des fureteurs, des découvreurs, des innovateurs. Nous aimons l'inconnu. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis où j'ai été assez frappé par le fait que dans l'économie américaine, il y a énormément de process et que ces process très souvent enferment la créativité des individus. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise américains qui étaient un peu perdus lorsque leur cadre disparaissait, et beaucoup de chefs d'entreprise français très agiles dans la difficulté, dans l'imprévisibilité. Et je trouve que s'il y a un génie français, il est le mélange d'une approche assez cartésienne du réel. Je pense qu'il y a un vieux fond rationnel en France, qui d'ailleurs, heureusement, est transmis dans de très bonnes écoles. Et puis, il y a la furia francese, comme on disait au XVIIe siècle, une espèce de folie française, et qui n'est pas celle des Italiens, qui n'est pas celle d'autres peuples très créatifs, qui est très française. Et ce mélange entre le cartésianisme et l'imagination, parfois l'extravagance, eh bien, définit notre caractère, si on peut appeler ça un caractère national. Alors, moi, j'ai eu un parcours assez français, en fait, à la fois avec les grandes écoles, qui pour moi étaient très, très sacrées. Ce parcours du bon élève, c'était quelque chose pour moi de fondateur. Après, l'amour de l'État, c'était aussi une sorte de vocation, avec des grands exemples qui m'ont inspiré. Alors, Général de Gaulle, Georges Pompidou, Léon Blum, Jaurès, enfin ces figures d'ailleurs qui étaient assez présentes à l'école normale supérieure, qui inspiraient beaucoup les étudiants. Et puis, j'ai eu le sentiment que l'État s'effritait au fur et à mesure que je le découvrais, et notamment que la chose publique se dégradait. Elle s'est énormément dégradée au cours des 20 dernières années. La res publica, ce que les Romains appelaient la res publica, ce sentiment que la chose publique est au-dessus, en fait, des intérêts particuliers, des intérêts individuels. Et très vite, après notamment cette expérience au ministère des PME, où j'ai découvert des gens formidables que j'appelle les entrepreneurs, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des professions libérales, mais aussi des ingénieurs qui créent des boîtes, des chefs d'entreprise qui gèrent de très très grandes entreprises. J'ai été assez fasciné par cette énergie extraordinaire qu'il y a chez les entrepreneurs français, et j'ai voulu un peu faire comme eux. Alors comme j'étais assez incompétent, je me suis un peu planté dans différents projets, mais chaque fois j'en ai retiré une grande expérience humaine très intéressante, et je continue. Je continue. Là, j'ai repris une boulangerie effectivement il y a 3 ans. Donc encore ce matin, je regardais mon chiffre d'affaires et je le comparais à celui de l'année d'avant et celui de l'antépénultième année où j'avais commencé ce petit projet de boulangerie. Et voilà, une boulangerie, c'est une succession de défis, de petites énigmes à résoudre. Et gérer une très grande entreprise, c'est un peu la même chose. C'est gérer des énigmes aussi. Et je pense que ma vie, c'est ça. C'est passer mon temps à essayer de résoudre des énigmes sur moi-même. Parce que souvent, nous sommes le coffre-fort le plus impénétrable qui soit. C'est très difficile de se décrypter soi-même, et décrypter les autres. Et puis, essayer de résoudre des situations complexes. Parce qu'en fait, dans le monde aujourd'hui, on passe notre temps à essayer de résoudre des équations à beaucoup d'inconnus. Et on y arrive probablement moins bien que quand la vie était simple. On imagine que la vie était plus simple autrefois. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué, mais c'est passionnant pour ça aussi.
Merci pour ce portrait. Donc, vous vous dépeignez volontiers en entrepreneur, hein, c'est ce qu'on entend. Vous apprenez, vous aimez apprendre, vous aimez finalement vous planter un peu pour mieux rebondir. Et vous dépeignez pas mal la nation française et ses habitants aussi comme des entrepreneurs. En tout cas, c'est comme ça. Oui, je pense que nous sommes tous des entrepreneurs. C'est-à-dire que le premier homme, hein, l'homo faber, c'est pas un salarié. Il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas salarié, mais il est entrepreneur. Bon. Il a des outils, il les bricole, et puis il commence à fabriquer des choses, puis il va les échanger, il va les vendre, il va créer une économie qui aujourd'hui existe toujours, qui est l'économie dans laquelle nous vivons. Mais c'est probablement ce qui est le plus fondamental chez l'être humain, c'est d'être entrepreneur. En quoi votre parcours, finalement, au sein de l'administration, a pu teinter ensuite votre carrière d'entrepreneur, peut-être? D'abord avec des frustrations, parce que le temps de l'État est un temps long. Quand on veut lancer un projet, il faut beaucoup de temps avant qu'il aboutisse et qu'il crée des effets positifs. Donc l'État n'a pas de pression en termes d'urgence. Et ça, c'est très frustrant, surtout quand on veut réaliser des choses très concrètes. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la très grande compétence des Français qui se sont mis au service de l'État, ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires, mais aussi des fonctionnaires de catégorie B ou C. J'ai rencontré des fonctionnaires qui étaient habités par le sens du service public, et j'espère que ces vertus-là vont évidemment subsister. Et la troisième chose qui m'a marqué, c'est que l'État était probablement une organisation quasi obsolète, et qu'avec l'évolution de l'être humain, utilisant des technologies de plus en plus sophistiquées pour échanger, fabriquer des décisions collectives, on pourrait revenir en fait à cet idéal marxiste, hein, qui était à l'origine de la pensée marxiste, qui était la fin de l'État, dépasser cet État où on a besoin d'une organisation qui s'appelle l'État pour arriver à une société qui s'autogérerait en fait de façon intelligente, sans avoir ces structures extrêmement lourdes que sont les administrations, qui sont évidemment prises par le phénomène bureaucratique. C'est naturel, c'est inévitable, on a du mal à éviter ça. Et donc c'est un peu ça l'utopie qui m'intéresse aujourd'hui en termes de choses publiques, c'est imaginer des sociétés qui seraient capables de s'autogérer grâce à une intelligence collective qui suppléerait ce qu'est l'État, c'est-à-dire des gens qui sont élus, qui ont des fonctionnaires, qui définissent des lois, des règles, qui imposent des décisions, etc. Donc ça, c'est une piste qui me paraît peut-être envisageable pour un âge futur. Mais en tout cas, avec cette explosion de la communication collective et tous les outils qui sont à disposition de cette intelligence, on pourrait imaginer que l'autogestion des sociétés futures devienne possible. Cette approche qu'on pourrait finalement un peu qualifiée de libertarienne d'un certain côté, c'est-à-dire que voilà, les individus peuvent s'autogérer, etc. C'est finalement la tension entre l'individu et le collectif, et vous avez pris la parole à de nombreuses reprises ces derniers mois, par exemple chez Contribuables Associés ou sur d'autres plateformes, en défendant justement l'idée d'une déréglementation. Vous avez dit par exemple la réglementation ce sont des barbelés. Est-ce que finalement l'État, qu'on pense de manière régalienne comme certes la sécurité, la santé et la formation, comme pour reprendre vos mots, quel est son rôle finalement en termes de réglementation? Est-ce que les individus ont tous et toutes la possibilité de prendre en compte le temps long, par exemple dans le contexte actuel du changement climatique? Est-ce que vous pensez que les entreprises ont cette capacité? Est-ce que l'approche depuis les années 80, qui finalement était assez volontariste, sur par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a été suivie d'effets suffisants? Et sinon, ou si oui, voilà, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors moi je me suis intéressé au sujet de la régulation du capitalisme, puisque c'est généralement la mission qu'on attribue à l'État, c'est de corriger les injustices générées par le capitalisme. Et trop souvent je trouve qu'on parle du capitalisme comme s'il n'y avait qu'une seule forme de capitalisme. Alors, pour moi, il y a 3 formes de capitalisme, et donc j'essaye de les analyser et d'avoir des opinions en fonction de les 3 cases que je définis dans le capitalisme. Alors, le premier capitalisme, c'est le capitalisme d'État. C'est-à-dire un capitalisme dans lequel
l'actionnaire, le décideur ultime, c'est l'État. Et aujourd'hui, si on regarde la planète, on a des capitalismes d'État qui sont assez performants. La Chine, on a les Émirats Arabes Unis, vous voyez, c'est des économies très différentes. Mais dans les deux cas, vous avez un capitalisme d'État, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est le pouvoir politique qui prend les décisions. Vous avez la Russie, il y a d'autres économies. La Norvège aussi, peut-être plus proche de nous, avec un fonds souverain. Est-ce que alors, ça peut être qualifié de capitalisme d'État ? C'est autre chose. Le capitalisme d'État, nous l'avons connu en France à une période qui a été d'ailleurs assez bonne pour la France. Hein. C'est le début de la Ve République. Avec le gaullisme industriel qui a été un bâtisseur en fait d'économie. Et si on regarde en fait comment fonctionne ce capitalisme d'État, les ingénieurs y jouent un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que c'est très souvent un capitalisme d'ingénieurs. Alors au-dessus, il y a une décision politique, mais ce décideur politique qui a le temps devant lui, c'est souvent le cas dans les dictatures, hein, où ils ont le sentiment qu'ils ont devant eux l'éternité. En Chine, on bâtit des plans qui sont des plans à 5 ans, à 10 ans, mais qui les met en œuvre, ces plans, ce sont des ingénieurs. Donc c'est une culture d'ingénieurs au service de stratégies long terme. Et on a eu ça, en fait, au début de la Ve République, avec toutes les réussites françaises qu'on connaît, y compris, évidemment, le nucléaire. Bon, il y a un journaliste... C'était tout de même pas une dictature. C'était pas une dictature, mais ça avait cette caractéristique indispensable au capitalisme d'État, c'est la durée de l'actionnaire et la vision long terme de l'actionnaire. Donc, Général de Gaulle, il avait une vision long terme, et aujourd'hui, vous regardez comment les Chinois en fait bâtissent leur futur, bah, c'est des visions long terme. Ils disent, voilà, dans 10 ans, on va avoir tant de TGV, on va avoir tant de centrales nucléaires, etc. Et il y a un journaliste américain qui dans le New York Times, avait fait un article qui avait un peu choqué. Il avait dit, là où il y a du capitalisme d'État, et là où il y a des dictatures d'ailleurs, ils définissent les optimums, c'est souvent des ingénieurs qui définissent les optimums, et ils sont capables d'atteindre les optimums qu'ils ont définis pour la société. Et dans les démocraties dites parlementaires, qui sont transactionnelles, on n'arrive jamais à atteindre un optimum. On sait définir un optimum, on sait que par exemple au terme de développement durable, il faudrait atteindre tel niveau d'émissions de CO2, on sait qu'il faudrait atteindre tel niveau de croissance économique pour financer nos systèmes de retraite. On sait très bien définir les optimums, mais, dit ce journaliste, Friedman, il dit, dans les démocraties transactionnelles, on n'arrive jamais à atteindre l'optimum parce qu'on finit par s'entendre sur des sous-optimums. Ces sous-optimums dégradent des optimums. Donc, en fait, ces démocraties dites parlementaires, elles sont globalement moins efficaces, moins performantes que les autres, mais elles le sont parce qu'elles valorisent des valeurs comme la liberté, comme la démocratie, etc. Et finalement, bon, c'est une ultime transaction, c'est-à-dire on va être moins performant, mais en revanche, ce sont des valeurs qui nous définissent en tant qu'être humain, et on préfère ces valeurs-là au fait d'être sous le contrôle d'un présidium, d'un parti unique que personne n'élit jamais. Bon, alors ça c'est le capitalisme d'État. Je pense qu'aujourd'hui en France, il est absolument inenvisageable. Pourquoi ? Parce que la démocratie parlementaire, c'est une oscillation entre, on va dire, des actionnaires, hein, ce sont les ministres en charge de tel et tel secteur, qui changent en fait tous les 5 ans à peu près, et en changeant tous les 5 ans, malheureusement, ils changent aussi de stratégie d'actionnaire. S'ils avaient toujours une stratégie, on va dire, cohérente, rationnelle, construite sur le long terme, on pourrait avoir des alternances politiques et puis en même temps créer du bien-être collectif. Malheureusement, il se trouve que depuis à peu près 25 ans, on a des alternances politiques, la gauche, la droite, etc., qui se traduisent, notamment dans les grandes entreprises publiques, par des changements assez radicaux de stratégie. Alors, on l'a vu notamment sur le nucléaire en France. C'est probablement le meilleur exemple d'une incohérence d'actionnaires. Alors, c'était justifié par des choix politiques. Les gens, ils arrivent devant les électeurs, ils disent on va arrêter le nucléaire. Très bien, les gens votent, ils choisissent. Mais du point de vue de l'actionnaire d'EDF, par exemple, c'est pas très performant. Donc, on voit bien qu'en France, ce capitalisme-là, il est sous-performant. Le deuxième capitalisme, il est hyper performant, c'est le capitalisme financiarisé, hein, qui a été
largement en fait construits par les pays anglo-saxons. Pourquoi? Parce que ce sont des économies dans lesquelles il y a des liquidités extrêmement abondantes. Alors, ces liquidités, elles sont investies là où ça crée du rendement. Et vous avez une classe de managers qui se crée, qui sont des actionnaires professionnels. Alors, des private equiteurs ou des asset managers, des gens dont le métier est d'être actionnaire. Je fais du private equity. Qu'est-ce que c'est que le private equity? C'est finalement exercer un métier d'actionnaire, pas de manager d'une entreprise, mais d'actionnaire. Et puis, vous avez une évolution des marchés financiers qui ont conduit à ce que c'est ce capitalisme financiarisé, défini en gros par les Américains, c'est eux qui imposent les règles du capitalisme financiarisé mondial, eh bien, il a envahi toute la planète. Il est aujourd'hui très dominateur, très dominateur. Alors, il a deux inconvénients qui heurtent le sentiment public, c'est-à-dire le sentiment qu'on a en chacun d'entre nous de vouloir de la justice. Pourquoi? Parce que d'abord, il est à la recherche du rendement le plus élevé possible. C'est vraiment un capitaliste qui cherche du rendement. Et deuxièmement, il est pressé. C'est-à-dire qu'il veut du rendement, mais il veut du rendement très très vite. Donc, on a des cycles, en fait, de valorisation et de recherche et de création de la valeur qui deviennent parfois absurdes. Et ça se fait parfois au détriment de l'entreprise elle-même. Alors ça peut se faire évidemment au détriment de l'entreprise, de la collectivité, des salariés, des clients, des fournisseurs, de tout le monde. Bon. Et c'est vrai que quand vous voyez que la valeur d'une entreprise peut changer en un millionième de seconde, parce qu'il y a eu un mouvement géopolitique ou parce qu'il y a eu une crise médiatique, bon, vous voyez bien qu'il y a une décorrélation entre l'économie réelle et cette économie hyper financiarisée dont les Américains ont fait la clé de leur succès parce qu'ils maîtrisent la monnaie principale de ce système qui est le dollar. Alors, et le système médiatique qui va derrière avec et derrière, évidemment, un système de contrôle des esprits, puisque, évidemment, plus les gens sont intelligents, plus il faut contrôler leur intelligence. Et donc, aujourd'hui, tous les capitalistes essayent de contrôler la matière, mais surtout l'intelligence. Bon, c'est ça le vrai combat de demain, c'est maîtriser ce qui se passe entre nos deux oreilles. Alors, ce capitalisme, il existe en France, financiarisé. On a la première industrie de private equity d'Europe. 50% des capitaux qui sont gérés par le capital investissement aujourd'hui en France viennent de l'extérieur. Il n'y a que 50% en fait qui vient de la poche des épargnants français. Donc il y a une forte déperdition de valeur parce que toute la valeur qui est créée par les investisseurs professionnels en France, elle s'en va pour une large partie vers ceux qui ont apporté des fonds aux fonds d'investissement, aux LPs. Et c'est à peu près la même chose pour le CAC 40. À peu près 45% du CAC 40 est détenu par des investisseurs internationaux. Donc le capitalisme d'État, ça ne marche pas. Le capitalisme financiarisé, ça ne marche pas. Voilà. Quelle est la solution? Alors, c'est le troisième capitalisme que moi je préfère depuis très longtemps et que je défends. C'est ce que j'appelle le capitalisme familial ou salarial. Alors, il y a deux jambes sur ce capitalisme. La première jambe, c'est celle à laquelle j'ai consacré une partie de mon énergie quand j'étais ministre, c'est le capitalisme familial. Alors pourquoi je trouve que c'est un capitalisme intéressant en termes de création d'intérêt général? C'est parce qu'il est enraciné, première chose. C'est-à-dire qu'il est comme les arbres, il a des racines, et ces racines le raccordent à un territoire. Il n'y a pas de capitalisme familial sans enracinement dans un territoire. Alors, l'exemple parfait, c'est la Suède ou l'Allemagne. Ce sont des économies dans lesquelles les entreprises restent suédoises ou restent allemandes. Le Mittelstand allemand, il change assez peu de main et l'économie suédoise, elle reste suédoise. Voilà. Alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transmission intrafamiliale très très forte. 85% en Suède. C'est-à-dire que les entreprises suédoises, elles se transmettent dans la même famille de génération en génération. Et en Allemagne, c'est également le cas. Vous avez une transmission intrafamiliale qui est de l'ordre de 65%. En Italie, on est à 70%. En Suisse, on est à peu près à ce niveau-là. Devinez à combien on est en France? On est à 20%. Ça veut dire qu'en France, notre capitalisme familial, il est sous-dimensionné par rapport à nos voisins européens. Il y a une sorte d'anomalie française, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises familiales
mais en revanche, elles se transmettent très mal à la génération d'après. Et ça, en quoi c'est un problème en soi, que ça se transmette si mal? C'est un problème si on considère que le capitalisme familial est bon pour un pays. Alors pourquoi il est bon pour un pays? Parce que, première chose, il a une relation forte avec le territoire. Et un pays, c'est un territoire d'abord. Moi, j'ai travaillé dans le secteur de la maroquinerie. C'est un secteur intéressant à cet égard parce que vous avez un secteur qui, en 25 ans, en 30 ans en France, a créé énormément d'emplois industriels. La maroquinerie française, elle a créé des emplois d'ouvriers. Alors qu'on est en désindustrialisation forte, dans ce secteur-là, on a multiplié les postes ouvriers, de producteurs, avec des très bons salaires. Vous voyez, donc c'est une espèce de cas parfait, c'est que vous industrialisez et en plus vous payez très très bien les gens qui font ce travail-là. Dans la chaussure, qui est une industrie manufacturière assez voisine, c'est les mêmes matériaux, c'est du cuir, c'est les mêmes gestes, les mêmes machines, très voisins. Là, on avait 90 000 emplois dans les années 90 et aujourd'hui, on a plus que 3 000 emplois. On a perdu quasiment la totalité des emplois manufacturiers dans l'industrie de la chaussure, alors que les Italiens, qui en avaient autant que nous dans les années 90, en ont toujours autant. Ils ont toujours 80 000 emplois. Bon, cherchez l'erreur. L'explication, c'est les familles. Dans la maroquinerie française, des familles françaises ont décidé de maintenir le Made in France parce qu'elles en ont fait un argument commercial très fort auprès de leur clientèle. Elles ont dit à leurs clients, qu'ils soient chinois, brésiliens, américains, peu importe, japonais qui ont commencé à croire en cette histoire, à entendre ce conte et à y croire, eh bien, ces consommateurs ont été petit à petit habitués au Made in France pour cette catégorie de produits, ça s'appelle les sacs à main. Bon. Dans la chaussure, zéro famille, pas de famille. Et donc petit à petit, les créateurs, parce qu'il y a toujours des créateurs dans ces industries de la mode, les créateurs, eux, n'ayant pas de lien fort avec les territoires, ont été très opportunistes. Ils ont fait comme un asset manager qui se trouverait à Boston ou à New York. Ils ont cherché l'endroit où c'était le plus efficient de produire des chaussures. Et très rapidement, ils sont allés en Italie, puis maintenant, ils sont au Portugal. Donc, l'histoire de la chaussure et l'histoire du sac à main sont deux petites histoires dans notre économie, mais elles sont révélatrices de deux stratégies d'implantation territoriale très différentes. Dans un cas, on a un enracinement de la production dans le pays, et dans l'autre, on a une délocalisation quasiment totale de la production manufacturière. Alors ça, c'est le premier truc, c'est l'enracinement dans le territoire. La deuxième dimension, c'est que c'est un capitalisme patient. Alors, qui dit capitalisme patient, dit qu'il y a un capitalisme impatient. Le capitalisme impatient, c'est le capitalisme greedy, qui veut tout de suite produire du bénéfice, du profit à toute vitesse, et qui va sacrifier, ce que vous disiez il y a un instant, peut-être les humains qui travaillent dans ces entreprises, peut-être les partenaires, les fournisseurs, les clients, la nature. Ouais, c'est un capitalisme qui est avide. Bon, avide parce qu'il est pressé de produire du résultat. Le capitalisme familial, on l'observe sur les stratégies de développement, il est patient. Il prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Parce que pour lui, il n'y a pas d'enjeu l'année prochaine ou dans 5 ans. Il y a un enjeu générationnel. Vous avez un objectif qui est de transmettre éventuellement la génération d'après, c'est-à-dire sur une période de 20 ans. Or, ces stratégies d'investissement sur 20 ans sont assez intelligentes, la plupart du temps. Parce que 20 ans, c'est bien pour créer des business durables et bien ancrés dans un savoir-faire. Un jour, j'ai eu cette conversation avec Serge Dassault, qui me disait « Si je n'avais pas eu du temps devant moi et si je n'avais pas été le seul actionnaire, l'actionnaire majoritaire de Dassault Aviation, quand mes ingénieurs de Dassault Aviation sont venus me présenter une petite start-up intérieure qui est devenue Dassault Systèmes, si j'avais pas eu ce temps devant moi, j'aurais écouté les membres de mon conseil d'administration. Et ils m'ont tous dit, on fait des avions, on fait pas des logiciels, c'est une distraction qui n'est pas cohérente avec notre plan stratégique. Monsieur Dassault, refermez le dossier Dassault Systèmes, ça n'a aucun intérêt. Ou alors vendez ça à quelqu'un d'autre, continuons à faire des avions. Et Serge Dassault dit non, là je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire
Et je suis dans la fidélité de mon père, Marcel Dassault, qui était un inventeur. Moi, j'ai aussi envie, ma génération, d'inventer quelque chose de différent que ce que Marcel Dassault a inventé avec des plans d'avion. Et donc, je vais mettre de l'argent dans Dassault Systèmes. Pendant 10 ans, 0 dividende. C'est-à-dire pendant 10 ans, investissement, pas de dividende, un pari risqué. Et aujourd'hui, Dassault Systèmes est quand même une très belle réussite de l'intelligence française. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, ce capitalisme familial ou comment dire salarial, vous avez dit, peut prendre en compte le temps long, au moins le temps long de l'environnement, etc. C'est ça que votre réponse. Et donc, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises familiales, vous avez une dissociation entre le management, entre le conseil d'administration et un troisième organe qui est très intéressant, qui se multiplie dans les entreprises familiales, qui est conseil de famille stratégique, c'est-à-dire on ne regarde pas les enjeux financiers, on regarde les enjeux extra-financiers. Et dans ces enceintes, vous avez souvent des membres de la famille qui ne sont pas forcément des bons managers ou qui ne connaissent même pas le business d'ailleurs. Vous avez des enjeux sociétaux qui sont débattus et qui, petit à petit, sont incorporés à la stratégie globale de l'entreprise. Alors, vous avez aussi, dans ces enceintes, souvent, une plus grande diversité entre hommes et femmes. Je vois que, par exemple, ce soir, on a une très grande diversité en termes de genre. Bon, c'est souvent le cas au niveau du management dans les entreprises françaises. Quand vous passez au niveau de l'actionnariat familial, vous apercevez que vous avez autant de femmes que d'hommes. Et les femmes apportent leur contribution avec aussi leur propre éclairage. Donc c'est intéressant de voir que ce capitalisme familial, il présente un intérêt pour un pays. Et d'ailleurs, la plupart des pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cultivent leur capitalisme familial. Ils protègent leur famille parce qu'ils savent très bien que si ce n'est pas ces familles qui détiennent le capital de leurs entreprises, c'est d'autres. Et les autres, c'est qui ? Les fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, eux, ils ne sont pas enracinés du tout. C'est-à-dire le fait d'être en France, ou en Angleterre, ou en Italie, ou aux États-Unis, s'en fichent complètement. Pour revenir un petit peu sur le rôle de l'État, donc je comprends que ce capitalisme familial, il peut aborder le temps long et il peut en tout cas dans votre esprit, il peut jouer ce rôle-là. Mais l'État, il a bien une stratégie à mener, au moins vis-à-vis de la concurrence internationale. Par exemple, en France, on a fait le pari de la tertiarisation depuis la fin des années 70, avec une économie de services qui s'est développée à tout va. Finalement, le tourisme et le luxe, dans une certaine mesure, c'est aussi une économie de service. Le luxe, c'est une économie de l'image, c'est une économie du désir. Vous parlez d'économie du désir, du plaisir, du calcul lors d'une autre intervention. Mais voilà, donc on a fait ce pari-là. Et vous êtes un promoteur, vous, de ce type de biens de consommation, de ce type d'industrie familiale, notamment, souvent de prestige ou d'exception, donc la maroquinerie, etc. Est-ce que c'est stratégique aujourd'hui pour l'État français de pousser et de soutenir fortement ce type d'économie, une économie de service qui, à l'aube quand même d'une période un petit peu troublée, on va dire, sur l'ordre international, est-ce que ça a encore un sens stratégiquement ? Non, mais ne nous méprenons pas. L'État n'est pas un acteur stratégique. L'État est incapable de stratégie. Il l'a été pendant une période de notre histoire. Mais aujourd'hui, l'État, c'est tout le contraire d'un stratège. Il est incapable de construire le futur. Alors, pourquoi ? Bon, l'État, il est dirigé par des gens c'est le personnel politique. Le personnel politique, il est mu par un objectif qui est de gagner les élections. Bon. Et c'est ça qui dicte, en fait, le comportement des politiques, de ceux que nous élisons, c'est de gagner les élections. Si les dirigeants politiques de la France avaient le moindre sens de la stratégie, le moindre sens de l'intérêt général, ils seraient confrontés à ces grandes transitions. Il y a 5 grandes transitions que nous devons gérer. La transition énergétique, transition climatique, il y a la transition générationnelle, la démographie, le vieillissement de la population, il y a la transition cognitive et la transition, on va dire, robotique, l'IA, etc. Donc nous savons que nous avons à gérer ces grandes transitions et que si on ne sait pas les gérer, nous allons créer du malheur collectif. Si on rate la bonne gestion de ces transitions,
on va créer du moindre bien commun. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui nous dirigent sont en train de mettre en place des solutions pour gérer ces grandes transitions? La première des solutions pour faire ça, c'est d'avoir de l'argent. Or, aujourd'hui, on a abouti à un système où l'État n'a plus d'argent. Donc, sans argent, comment voulez-vous gérer des transitions? C'est pas possible. Alors, qui gère aujourd'hui le mieux les transitions en France? Ce sont les entreprises. Moi, je suis beaucoup plus convaincu par l'entreprise-providence que par l'État-providence. Je pense que... C'est un statement. C'est un statement, mais moi, toutes mes opinions sont forgées par mon expérience très concrète. C'est-à-dire que je suis très éloigné, très méfiant envers toutes les théories. Je n'aime pas les théories, j'y crois pas. Et la plupart du temps, je pense qu'il y a derrière des intérêts qui sont masqués et qui manipulent les gens. Donc, ce que je vois, et je l'ai vu par exemple en étudiant le capitalisme familial, c'est que les entreprises familiales enracinées, et on en a par exemple dans des territoires ruraux en France qui sont invraisemblables. On a des entreprises avec des usines, vous avez 200 emplois, dans des endroits où ils sont ravitaillés par les corbeaux. Vous dites pourquoi un type est venu créer une entreprise avec 200 salariés à un endroit où il n'y a rien? Oui. Parce qu'à l'origine, il y avait une famille, un artisan avec un petit atelier, et ça a bien fonctionné, il a embauché, ça a grandi, les gens sont venus, etc. Bon. Donc, je suis beaucoup plus convaincu par le bien-être engendré par l'entreprise familiale que par l'État d'aujourd'hui tel qu'il est géré par une classe politique qui, de A jusqu'à Z, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, est totalement incompétente. Non seulement elle est incompétente, mais en plus, elle ne poursuit pas ce qui devrait être son objectif, qui est le bien commun. Finalement, vous voulez un peu un retour au familistère de Guise, non? Non, alors le familistère, ça rejoint une autre idée, c'est la deuxième branche du capitalisme familial, c'est le capitalisme salarié. Donc moi, j'ai fait les pactes Dutreil. Les pactes Dutreil, c'est un énorme avantage fiscal pour des gens très riches. Donc quand je dis ça, si vous voulez, normalement, tout le monde hurle en disant mais Dutreil, c'est la mère Teresa des riches. Normalement, on fait le bien des pauvres, mais pas des riches. C'est pas la peine de faire le bien des riches. Moi, j'ai passé quelques années à effectivement être le bienfaiteur des riches. Alors, on me le reproche énormément, et donc j'essaye non pas de gagner le paradis en expliquant pourquoi j'ai fait ça, mais d'expliquer le rationnel derrière ça. J'ai en fait voulu garder en France des entreprises qui, au moment où j'étais ministre, se vendaient à des étrangers. C'était, mais statistiquement, incontestable, avec un taux marginal d'imposition à 45%, au passage d'une génération à l'autre. Eh bien, la plupart du temps, les actionnaires familiaux, ils étaient obligés de vendre leur entreprise pour s'acquitter d'un impôt très très élevé, 45%, la moitié de la valeur de l'entreprise. Et ils n'avaient pas ça à la caisse d'épargne, et donc ils étaient obligés de puiser dans les actions ou la trésorerie de l'entreprise, et ils perdaient le contrôle. Et qui achetaient la plupart du temps, l'entreprise étrangère. D'où solution la loi Dutreil. D'où solution qui brusque, qui heurte le sentiment de justice que nous avons chacun d'entre nous, qui est l'aspiration à l'égalité. Ce que j'ai fait est totalement anti-égalitaire, puisque j'ai créé un privilège exorbitant du droit commun, parce que 45%, 4,5%, les gens pour qui j'ai fait ça, ils payent 10 fois moins d'impôts et ils sont déjà très riches. Donc, tout le monde doit hurler quand on dit ça, en disant « mais c'est scandaleux, il faut corriger ça et supprimer les pactes Dutreil ». Bon. Alors, simplement, ce que je dis, c'est que si on supprime les pactes Dutreil et qu'on revient à une égalité qui satisfait notre instinct naturel pour la justice, eh bien, on fait le bonheur de Wall Street, d'une façon un peu schématique. C'est-à-dire qu'on force des familles françaises à vendre leur capital, et à qui elles vendent ce capital, soit à des entreprises familiales allemandes, italiennes, suédoises, etc., qui, elles, ne sont pas contrariées par cet instinct égalitaire, soit à des professionnels de l'investissement, du financement professionnel, avec ce capitalisme financiarisé qui a envahi toute la planète. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se défait de notre patrimoine économique. On le donne aux autres, avec l'énorme risque d'aboutir à la tertiarisation de notre économie, c'est-à-dire à une économie où il n'y a plus d'entreprises industrielles de taille moyenne et grande. Parce que, je rejoins le point que vous avez soulevé, la tertiarisation de l'économie française, c'est tout sauf une stratégie de l'État. C'est la rançon d'une incapacité à protéger notre industrie, notre secteur secondaire.
Donc, c'est plus la conséquence d'une incompétence ou d'une bévue quasi systémique du système politique que d'un choix qui aurait été de dire « Oh, l'industrie, c'est sale, on va faire du tourisme et du service. » Non, en réalité, on a décidé de détruire l'industrie, inconsciemment, et donc, qu'est-ce qui reste? Ce qui n'est pas industriel, c'est-à-dire en fait la tertiarisation de l'économie. Mais comment finalement on prend cette décision? Donc cette loi Dutreil qui, pour un certain nombre de conditions, permet de réduire la part de l'entreprise, enfin en gros la quantité de, la part de l'entreprise à laquelle on est soumis à l'impôt, c'est ça, hein, pour faire très simple. On aurait pu imaginer collectivement plein d'autres solutions. On aurait pu imaginer l'État devient actionnaire de l'ordre de 45% donc, et l'entreprise qui... le propriétaire familial peut racheter progressivement les parts avec un privilège, un droit de priorité, etc. On peut imaginer plein de solutions pour pouvoir s'acquitter quand même de ces 45% sans avoir à débourser d'un coup la somme. Pourquoi cette solution? Comment cette solution est arrivée? Comment vous en êtes arrivé à cette décision? Parce que les autres solutions, si vous voulez, parce que j'ai regardé toutes les solutions possibles, alors effectivement, on peut dire, on va confisquer 45% de l'entreprise et puis on va mettre l'État comme actionnaire à la place. Il se trouve qu'on revient à du capitalisme d'État et que l'État est un mauvais actionnaire. C'est pas un bon actionnaire, l'État. L'État, c'est un actionnaire irresponsable. Quand il a 5 sous en poche, il veut les donner pour acheter des voix. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous avez à l'Assemblée nationale uniquement, moi je dis en France, il n'y a que des partis de gauche. C'est-à-dire que de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous n'avez que des partis de gauche. Il n'y a aucun parti de droite en France au sens de la droite économique, c'est-à-dire celle qui privilégie la liberté. Vous avez uniquement des partis de gauche qui veulent redistribuer l'argent pour acheter de la voix. Bon, ce qui est un comportement commercial normal. Moi, quand je vends du pain dans ma boulangerie, j'essaye de maximiser mon chiffre d'affaires. C'est mon comportement rationnel de boulanger, alors avec des bons produits. Hein. Bon, quand vous faites de la politique, moi c'est mon expérience, et ce qui m'a un peu dégoûté de la politique, c'est que j'ai eu le sentiment petit à petit que, au fond, tous ces gens ambitieux et qui rentrent dans le monde politique, eh bien, ce qui les intéressait le plus, c'était de maximiser leur électorat. Et que pour ça, ils étaient prêts à brader l'intérêt général. Hein. Cette trahison permanente, c'est ce que nous vivons. Alors, vous avez des pays où les gens sont plus responsables. Pourquoi ils sont plus responsables? Parce que, généralement, il y a un niveau d'éducation dans la population qui est plus élevé. La démocratie parlementaire, c'est malheureusement quelque chose d'un peu triste à dire, implique une élévation forte du niveau d'analyse rationnelle de l'électeur. Dans les démocraties, vous avez un niveau d'éducation faible, où la très grande partie de la population ne comprend pas, par exemple, le fonctionnement de l'économie, vous allez encourager le comportement démagogique. Dans les économies comme les économies du nord de l'Europe, où vous avez un niveau de compréhension d'économie qui est assez élevé, les électeurs ont des choix rationnels. C'est-à-dire qu'ils voient bien que si on est le pays le plus endetté d'Europe, c'est pas bon pour l'avenir du pays. Vous voyez. Si on distribue en cadeaux fiscaux à chaque Noël tout l'argent qu'on a péniblement économisé, ou si on s'endette pour distribuer de l'argent qui va être consommé immédiatement en matériel acheté en Chine, tout ça ne construit pas l'avenir d'un pays. Donc nous sommes, malheureusement, dans une situation qui n'est pas celle des pays à fort niveau d'éducation. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié la Suisse. La Suisse, c'est un petit pays, c'est une vraie démocratie parlementaire, mais c'est un pays dans lequel la population, y compris la vendeuse dans la supérette ou le type qui vient vous réparer la chaudière, ils ont une culture économique qui est assez élevée et qui les conduit à faire des choix qui ne sont pas forcément des choix d'appétit de consommation immédiate d'argent public. Ils sont capables même de renoncer à des choses qui paraissent séduisantes, collectivement, que nous, en France, on adopterait immédiatement. Et donc, c'est évidemment
l'idéal démocratique. Hein, c'est d'ailleurs ce que les Grecs avaient très très bien défini. C'est pour ça qu'ils réservaient d'ailleurs la démocratie aux citoyens grecs et ils laissaient les esclaves en dehors du système. Oui, c'était quand même un système démocratique qui tenait grâce à un esclavage de masse. Exactement. Et derrière, il y avait cette idée que pour accéder à la démocratie, démos, le gouvernement du peuple, par le peuple, il faut un niveau de citoyenneté qui est assez exigeant. Bon. Nous n'en sommes pas du tout là en France. Aux États-Unis, c'est encore pire. Hein. Aux États-Unis, c'est une démocratie où en fait l'émotion l'emporte sur la raison. Et dans beaucoup de démocraties aujourd'hui parlementaires, vous avez des hommes politiques qui sont devenus des professionnels, non pas du rationnel, mais de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'ils essayent de conquérir de la voix avec des émotions. Et il se trouve que l'égalité crée beaucoup plus d'émotions chez les électeurs que la liberté. Parce que quand on fait de la politique, à un moment donné, on résume l'engagement qu'on a au fond du cœur par ce choix égalité, liberté. Qu'est-ce qui, pour moi, est le plus important? Qu'est-ce qui définit un être humain? Est-ce que c'est l'aspiration à l'égalité ou est-ce que c'est l'aspiration à la liberté? Ou l'équilibre entre les deux que la fraternité permet de rejoindre. Ouais, c'est une gigantesque rigolade. Non, la fraternité, c'est... Merci pour votre franc-parler, en tout cas. Mais déjà, dans les familles, c'est compliqué. Alors, vous imaginez au niveau de 70 millions d'habitants. Non, la fraternité, c'est un truc c'est sympathique. Mais en réalité, les deux ressorts de l'être humain, c'est liberté ou égalité. Tocqueville a très très bien décrit ça dans La démocratie en Amérique. C'est probablement celui qui a le mieux été confronté à ce sujet-là. C'était au début de la démocratie parlementaire. Il a voyagé aux États-Unis, il a vu l'explosion du capitalisme américain et il s'est dit « Ouh là là, il va y avoir un choc entre ce qui est au fond de chaque individu, la petite flamme qui brille, qui est l'amour de la liberté, qui nous distingue d'un grand nombre d'espèces de mammifères, et puis cette aspiration à l'égalité que la démocratie engendre. » Et il a dit, à la fin, c'est l'égalité qui va gagner. Hein. Il est très pessimiste sur l'avenir de l'homme, de l'être humain. Il dit, avec la démocratie et avec la science, eh bien, nous arriverons à un moment où les sociétés seront gérées de façon comme des groupes de très grand nombre, c'est-à-dire comme les abeilles, comme les fourmis, etc. Et donc, l'égalité l'emportera sur la liberté. Bon. Et cette petite flamme qui brille au fond de chacun d'entre nous s'éteindra par l'effet de la massification de l'humanité, de la gestion des grands nombres massives de citoyens qui se ressembleront tous et qui seront programmés pour avoir les mêmes désirs, les mêmes plaisirs et la même capacité de calcul. Je reviens à ma trilogie calcul, plaisir, désir, qui à mon avis est essentielle pour comprendre l'économie moderne. Donc, je pense que ce choix entre liberté et égalité, il est déterminant dans la vie de chacun d'entre nous. À un moment donné, un individu, il voit les deux côtés de la balance et il fait un choix. Il fait un choix, il dit « moi je serai toujours un serviteur de la liberté » ou il dit « moi je vais me battre pour l'égalité entre les hommes ». Voilà. Et ça détermine les parcours politiques la plupart du temps. Bon, heureusement pour nous, on tient encore plus du mammifère social aujourd'hui que de l'insecte et de la ruche. Donc, c'est finalement, il y a encore quelque chose à sauver, si je reprends vos mots. Oui, mais parce que nous sommes français. Mais oui, moi, les 10 années passées aux États-Unis m'ont extrêmement inquiété sur le comportement des individus. J'ai vu aux États-Unis à quel point les individus étaient quasiment programmés pour avoir les mêmes comportements, les mêmes idées, les mêmes désirs, les mêmes réflexes. Et j'ai pas eu ce sentiment en Chine. J'ai voyagé pas mal en Chine. J'ai moins eu ce sentiment en Chine. Pourquoi? Parce que en Chine, il y a cette culture très ancienne qui est une sorte de garant en fait de ce qu'est un être humain. Vous voyez, cette exigence de ce que peut être un être humain. Aux États-Unis, une société hyper consumériste, ou en fait hyper matérialiste, c'est-à-dire finalement un individu se résume à ce qu'il consomme, eh bien vous avez malheureusement une perte très forte de la liberté. Les New-Yorkais, ville dans laquelle j'ai vécu, ils se définissent comme les gardiens de la liberté aux États-Unis. C'est-à-dire ils disent, bah, nous à New York, on est un peu comme dans les pays d'Europe. C'est-à-dire que dans un immeuble, vous pouvez avoir 10 personnes qui pensent la même chose, qui ne pensent pas la même chose, qui ont des idées très originales, qui ont des cultures différentes, ils ont lu des livres différents, etc.
Vous prenez un immeuble à Houston, vous n'avez pas du tout le même profil, vous avez 20 familles qui vont avoir le même niveau de connaissance, avoir les mêmes opinions, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir les évolutions dans ces pays hyper matérialistes, où même la religion est devenue en fait un instrument matérialiste, et bien de voir qu'il y a une homogénéisation de l'espèce humaine. Nous, la France, c'est formidable, parce que c'est un pays, vous faites 10 km, déjà, c'est plus le même paysage. Donc, votre sentiment de différence, il est nourri en permanence par tout ce qui nous environne. Nous sommes une culture individualiste. La France n'est pas un pays dans lequel les gens aiment se ressembler les uns les autres. Chacun veut être différent et unique. Bon, alors ça fait un peuple compliqué à gérer, mais c'est quand même aussi un atout formidable et qui est un garant de préservation de la liberté. Très bien. Eh bien, continuons à cultiver notre jardin, donc voilà. Avec des fleurs et des arbustes très différents les uns des autres. Avant de passer la parole à la salle, il nous reste une trentaine de minutes. J'avais peut-être une question, parce que finalement, votre discours prend à contre-pied l'objectif de cet événement. L'objectif de cet événement, c'est finalement d'essayer d'intéresser les ingénieurs, ingénieuses et aussi les personnels de l'école, finalement peut-être la discipline scientifique, à la politique et à s'intéresser à faire la politique. Et dans votre discours, finalement, on a plutôt envie de prendre les jambes à notre cou et de fuir. Donc, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes désireux, peut-être ambitieux, d'entrer en politique ? Inventer l'État de demain. Et l'État de demain, c'est un État où c'est plus une organisation qui est en charge du bien commun, c'est une intelligence collective. Structurer cette intelligence collective pour que demain, on n'ait plus besoin d'avoir ces structures extrêmement lourdes et très peu mobiles, qui ont du mal à évoluer, qui consomment énormément d'argent et créent peu de biens publics. Essayez de regarder la notion de back-office, front-office, c'est-à-dire de dire l'État, au fond, il y a le front-office, là on est en service, on est au contact de la population, alors c'est l'infirmière, le médecin, le policier, l'enseignant, le prof, là ils sont en contact avec la population, ils apportent du service à la population. Inventer un État qui est 99% de front-office, 1% de back-office. Essayez d'inventer, vous qui êtes des ingénieurs, les solutions, probablement de l'IA, qui vont permettre de basculer les emplois vers le front-office, vers l'aide-soignante qui tient la main de la personne de 95% qui est face à la mort, du prof qui est là le soir et qui va aider un enfant en difficulté. Ça c'est la mission du service public. Ouais. Mais aujourd'hui, le back-office est tellement lourd, tellement coûteux, tellement producteur de régulation et nourri en fait de cette envie de se justifier par de la régulation supplémentaire, ce qu'on appelle la bureaucratie, eh bien malheureusement, on n'arrive plus à satisfaire les Français en leur apportant du front office de qualité. Donc le front office se dégrade, les gens ne sont pas contents de l'hôpital, ils ne sont pas contents de l'école, ils ne sont pas contents de la sécurité, ils râlent sur le service public de contact et ils ne remettent pas en cause la machine de l'État qui est archaïque et qui a beaucoup de mal à se moderniser. Donc inventer un État 100% front office, et là, vous ferez de la France un pays extraordinaire. Parce que nous sommes un pays qui vénère, qui cultive, qui aime le service public. Et pas du tout un pays qui veut détruire le service public. Mais nous voulons du bon service public, pas du mauvais service public qui est invisible, qui ne rend service à personne. Ce qui est le cas quand même aujourd'hui en France d'une grande partie des services publics. Alors réinventer le millefeuille administratif. Dites-vous, par quoi on remplace ces 6 ou 7 échelons qui font que, en réalité, le citoyen, il paye des impôts pour 6 ou 7 échelons, mais le service dont il bénéficie, il est dévoré par le coût de ces structures. Oui. Soyez les ingénieurs d'un État nouveau, non pas en faisant la réparation. Moi, j'ai failli être viré quand j'étais ministre, parce que j'ai dit un jour au Premier ministre, qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin, il ne faut pas faire de la réparation, il faut faire de la transformation. La réparation, c'est ce qu'on fait depuis des années et des années. On bricole un truc, et puis ça repart pour 5 ans, mais notre système, il est à bout de souffle, il faut faire de la transformation. La transformation, je lui dis,
ni toi ni moi ne sommes capables de la concevoir. C'est un boulot d'ingénieur. C'est un boulot de gens qui ont une capacité à inventer quelque chose de neuf. Ouais. Les hommes politiques, c'est des réparateurs. La plupart du temps, ils arrivent, il y a des déficits ici et là, etc. Trucs, voilà. Alors ils mettent des rustines, machin, parce qu'ils n'ont pas la capacité à concevoir un nouveau système. La force du gaullisme, hein, qui reste quand même une grande référence dans l'histoire moderne de la France, c'est qu'il y a eu en 58, entre 58 et les années 65, 6, 7, vous avez eu des gens qui ont conçu des systèmes nouveaux. Vous avez un type, il a inventé la TVA. Vous avez un type, il a inventé... Vous voyez, ils étaient extrêmement créatifs. Je reviens un peu à l'introduction, créativité, apprentissage. Bon, eh bien, là, il y a une véritable mission. C'est pas d'essayer d'être député dans un parlement qui fait n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt, passer l'étape. Mais essayer de concevoir un État français, la République, la res publica, qui revient à son essence même, la res publica, la chose publique, la chose de tous. Pas besoin d'avoir des ministères, des organisations, des agences, ça c'est du superflu. Donc en bref, l'ingénieur ne doit jamais cesser d'être ingénieur. C'est ça que... Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs sociaux, c'est-à-dire de gens qui inventent la société comme un ingénieur autrefois inventer un système pour extraire du charbon ou ce qui était votre métier d'autrefois. Et des rapports de production dans la mine quand même aussi. Voilà. Et déjà qu'ils soient assez sociaux, pardon. Effectivement. Mais je trouve que la matière sociale qui nous réunit tous, Français, c'est une société, eh bien, elle a besoin d'ingénieurs, alors qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de chamans. C'est-à-dire des gens qui, en fait, travaillent sur des incantations, sur de l'émotion, sur des passions, les colères, les frustrations. On a beaucoup de prêtres, hein, on va dire aujourd'hui, dans le monde de la politique, et on a peu d'ingénieurs. Eh bien, devenez les bâtisseurs d'un État, d'ingénieurs, parce qu'on a été grand en France lorsqu'il y a eu la conjonction de visionnaires, de gens qui avaient une vision du lointain, et d'ingénieurs qui étaient capables de mettre ça dans le réel, de faire rentrer dans le réel une vision stratégique qui intéressait tout le monde. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin d'un ancien ministre de la fonction publique. Merci encore. On va faire passer le micro dans la salle. On peut peut-être prendre les questions 3 par 3, si ça vous va. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai des petites questions. Parlez fort pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous m'entendez là ? De quel livre êtes-vous le produit ? Alors, moi je suis le produit du roman français du 19e siècle. Peut-être 3 questions, prendre 2-3 questions et ensuite oui. Voilà. Désolé, hein. On sent que vous êtes sur le... Ouais, on sent que ça bouge beaucoup là. Alors, est-ce que vous allez ouvrir votre boulangerie le 1er mai avec des salariés ? Deuxième question, n'y répondez pas tout de suite. Troisième question qui est un petit peu plus longue. Je suis assez convaincu de ce que vous avez dit à propos de l'État qui est incapable de prendre une décision. Quand il prend des décisions, hélas, depuis 25 ans, ce sont des mauvaises. Deuxièmement, je comprends aussi cette frustration qui naît de la capacité de l'État, donc qui a un gros potentiel et en fait un manque d'intensité. C'est peut-être dû à une résistance qui est un peu importante. Donc les ingénieurs comprendront ce qui se passe. Pour l'État. Aussi, alors là, je suis assez bluffé par vos définitions du capitalisme et de cette motivation entre l'égalité et de la liberté qui est pertinente. Et on comprend pourquoi, finalement, on est dans un système qui est bloqué. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut transformer l'État pour une 6e République. Alors... Bon, elle sera pas mélenchoniste, je pense, mais peut-être qu'elle sera boulangère, pour pas reprendre un terme boulangiste qui vous conviendrait pas non plus. Et puis, en guise de conclusion, écoutez, je sais pas, est-ce que vous pourriez échouer encore une fois en nous entraînant vers quelque chose d'un peu génial, quoi? Bon, ça vous fait pas Alors, question à répondre. Oui, les livres qui m'ont inspiré, moi, en fait, en tant qu'adolescent, les livres que j'ai lus et qui m'ont nourri et dirigé, ce sont les romanciers français du 19e siècle, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Hugo, Balzac,
Voilà. Et j'ai vraiment lu, relu, tout lu, et j'ai été vraiment imprégné de ça, et ce qui a déterminé mes choix après de formation. Et si j'avais à résumer ces auteurs, ce sont des ingénieurs de l'âme humaine, c'est-à-dire des auteurs qui sont allés très 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 loin dans la compréhension de l'être humain. Alors, avec évidemment des choses qui touchent un adolescent, qui est comment c'est quoi la femme de ma vie, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour, etc. Des choses qui ne sont pas uniquement rationnelles, hein, mais qui sont aussi des auteurs qui analysent la société non pas à travers un prisme collectif, mais à travers l'interaction entre les individus. Et ce qui me paraît extrêmement moderne, parce que je pense que demain, on aura plus à trouver des systèmes où les individus à forte personnalité interagissent entre eux que des collectivités où tout le monde se ressemble et qui sont managées par de l'IA ou des systèmes d'information bien maîtrisés par le pouvoir politique. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est oui, évidemment, ma boulangerie sera ouverte le 1er mai. Et c'est vous qui ferez plat. Alors, moi, cette boulangerie, elle a une histoire un peu touchante, c'est que j'ai embauché un premier maître boulanger. J'ai fait un CAP de boulangerie. C'est le premier échec scolaire que j'ai eu. Hein, c'est que je suis pas allé au bout. Mais j'ai quand même fait tout le parcours pour apprendre à faire du pain, etc. Et je savais bien que c'est pas moi qui ferais le pain. Donc j'ai embauché un premier boulanger. Ça a été un échec. Un deuxième boulanger qui m'a volé, il volait dans la caisse, etc. Ça a été un échec. Et j'ai trouvé un troisième boulanger qui est toujours le boulanger de la maison. Très bien. Mais il m'a dit, moi, je ne veux pas diriger la boulangerie. Je veux faire du pain, je veux faire la pâtisserie. Ça ne m'intéresse pas d'être le manager. Et donc, j'ai cherché un manager. Et j'ai pris comme manager une femme qui était aide ménagère dans le village. Hein. Elle m'écrit des SMS, c'est quasiment incompréhensible. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune maîtrise de l'orthographe. Elle n'écrit quasiment pas. Elle communique uniquement par oral. Donc, elle a un niveau d'éducation extrêmement faible. Mais c'est une patronne d'enfer. C'est-à-dire que le jour où je lui ai confié la direction générale de ma boulangerie, les problèmes ont commencé à être résolus. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai une immense confiance dans l'entrepreneur français, c'est que je pense que tout le monde peut être un très bon entrepreneur. Hein. Ça nécessite des qualités qui ne sont pas de la reproduction sociale. C'est pas forcément parce que vous avez des parents qui étaient très éduqués que vous devenez un bon entrepreneur. Non, cette femme, c'est une excellente entrepreneuse. Bon, et elle était aide ménagère dans le village. Et c'est vrai que les gens, au début, ils m'ont dit, vous êtes fou, Céline, elle s'appelle Céline, vous lui confiez la boulangerie avec quand même des responsabilités, elle a 8 personnes à gérer, il y a un chiffre d'affaires, etc. Et j'aurais dit oui, parce que c'est une entrepreneuse. Elle se bat, elle est courageuse, elle trouve des solutions, elle est débrouillarde, voilà, toutes les qualités d'entrepreneur. Bon, et donc c'est elle qui est venue me voir, pas cette année, il y a 2 ans, en me disant, le 1er mai, on ouvre. Bah, c'est un jour où on fait 4 000 € de chiffre d'affaires, on ne va pas fermer. Bon. Et elle m'a dit... Le service de l'inspection du travail ne nous écoute pas. Elle m'a dit... on va ouvrir, mais on va s'organiser pour que toute la production soit faite avant minuit. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que toute l'équipe, volontairement, ils ont tout fabriqué jusqu'à minuit. À minuit, ils se sont arrêtés de travailler. Et le matin, à l'ouverture à 7h, c'est elle qui a fait la vente pendant quasiment toute la journée. Et elle a fait ses 4 000 € de chiffre d'affaires, avec tous les produits qui étaient disponibles. Donc elle n'a pas enfreint la loi, elle a respecté la loi, parce qu'aucun salarié n'a travaillé le 1er mai, mais elle a voulu absolument ne pas rater cette belle journée du 1er mai, parce que moi, mon chiffre d'affaires, si vous voulez, il est concentré sur mai, juin, juillet, août. Hein. Je fais 70% du chiffre d'affaires sur ces 4 mois, donc chacune de ces journées, c'est une journée vitale. Moi, je perds de l'argent entre novembre, décembre, janvier, février, parce que c'est un petit village, il y a 400 habitants, donc on fait parfois 100, 200 € de chiffre d'affaires. Vous comprenez qu'en hiver,
on n'arrive pas à payer les salaires avec uniquement ce chiffre d'affaires. Donc elle a eu un comportement, je trouve, pour répondre à votre question, de compromis, mais de grande responsabilité vis-à-vis de l'entreprise dont elle avait la charge. Alors, troisième question. La transformation d'un État, d'une sixième République, parce que c'est un peu ce que... Je vous propose peut-être qu'on en fasse une réponse. Bon, c'est un gros sujet là qu'on va ouvrir, mais peut-être pour que la parole puisse circuler ensuite. Si vous avez, bien sûr, vous pouvez être synthétique dans votre réponse. Oui, j'en suis rarement. Deux passages à 2 ou 3 personnes. Oui. Ben, je vous en prie, si vous avez une... Non, mais peut-être on peut, parce que je vois bien la question, et donc on peut... Oui. Bonjour, alors déjà je vous remercie pour votre intervention. J'ai juste quelques questions, enfin 2 questions, peut-être pour détailler un peu plus vos propos. Vous avez mentionné qu'il fallait plus d'entreprise-providence que d'État-providence, et que vous prenez plus donc un capitalisme familial. Mais alors, comment vous conciliez ça avec un autre point que vous avez mentionné, à savoir les transitions que la France doit mener dans les prochaines années, à savoir la transition climatique par exemple. Comment, sans direction de l'État, de vision stratégique de l'État, on peut avoir une transition climatique réussie, notamment quand les entreprises elles-mêmes mentionnent qu'il n'y a pas assez de vision claire pour pouvoir se diriger sur des politiques, notamment sur les voitures électriques, sur l'hydrogène. Donc plein de sujets qui peuvent créer donc du doute sur les stratégies à aborder en entreprise. Donc comment vous pouvez concilier ça avec une économie familiale, enfin un capitalisme familial qui joue le rôle d'orientation. Voilà, c'est ça. Qui joue alors le rôle d'orientation si ni l'entreprise ni l'État. Et ensuite, deuxième question, vous avez mentionné au tout début de votre discours que les Français avaient un esprit entrepreneur, créatif. Mais ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas aussi un problème de jalousie lié à justement ce besoin d'égalité qui peut freiner des politiques liées à l'entrepreneuriat pour favoriser l'entrepreneuriat en France? Voilà, comment on pourrait faire ça, notamment dans un système... Je réponds tout de suite sur ce point d'égalité parce que c'est un peu un fléau français. C'est cette envie d'égaliser la réussite, et notamment la réussite financière, parce que il y a d'autres formes de réussite pour lesquelles il n'y a pas de jalousie. Par exemple, on veut gagner les Jeux Olympiques, on veut avoir des champions aux Jeux Olympiques, les gens ne sont pas jaloux parce qu'il y a des individus qui courent plus vite, qui lancent plus loin, qui sont meilleurs dans les jeux collectifs, etc. La jalousie, elle est vraiment sur l'argent en France. Elle n'est pas sur les autres formes de réussite humaine. Dieu merci, il y a beaucoup de formes de réussite humaine, il n'y a pas que l'argent. Et il n'y a pas de jalousie sur le fait que vous avez des gens qui sont plus cultivés que d'autres, par exemple. Alors ça commence à l'école un peu. On a le sentiment que quand il y a des élèves trop bons, il faut les freiner, il ne faut pas trop les pousser parce qu'ils font de l'ombre aux autres. Ça commence à rentrer dans le capital culturel, cette idée d'égalisation. Mais elle est essentiellement consacrée sur l'argent. Alors, je pense que ça peut être réglé, ce problème, dès lors que ce que les Américains appellent le give back, cette attitude qu'a un entrepreneur qui a réussi, du give back, rendre ce qu'il a reçu par sa réussite professionnelle, est perceptible par l'ensemble de la communauté. Alors, en France, ça n'est pas perceptible. Pourquoi? Parce que l'État est le bienfaiteur pour tout. C'est l'État qui gère les hôpitaux, c'est l'État qui gère les écoles, c'est l'État qui gère la police. L'État, c'est le bienfaiteur absolu. C'est la mère providence. Mais dans les pays où l'État, historiquement, est resté faible, ce qui est quand même le cas des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est une société de communautés, de petites communautés, eh bien, l'entreprise-providence, elle est vraiment perçue par un très large spectre de la population. Vous n'avez pas de contestation aux États-Unis, même sur la frange très à gauche du Parti démocrate, du rôle de l'entreprise en tant qu'acteur de la société, créateur de biens communs. Et évidemment, cette entreprise du give back, elle suppose qu'on accepte que des gens deviennent très riches et soient très très généreux. Et ça choque aussi un autre sentiment en France, c'est qu'on n'aime pas que d'autres soient généreux. C'est comme si ça blessait une sorte d'orgueil qui est que non, il vaut mieux que seul l'État soit généreux, mais si mon voisin de palier, lui, est généreux,
ça offense ma propre radinerie ou mon incapacité à être généreux. Alors ça, je trouve que c'est un mauvais sentiment. Moi, je pense que des sociétés dans lesquelles on encourage les gens à réussir et on les forme aussi à être généreux sont des sociétés plus heureuses, hein, parce que au fond, elles cultivent la liberté de chacun de faire ce qu'il veut dans la vie, de réussir s'il veut, de ne pas réussir s'il veut. Et en même temps, ça maintient une solidarité, qui est que finalement, ce type qui a réussi mieux que moi, bah, il rend aussi aux autres, il va aider les autres, il va financer un hôpital, il va aider une université, etc. Donc, ce consensus social, il est plus facile dans les sociétés du give back que dans les sociétés de l'État-providence. C'est pour ça que je pense que l'entreprise-providence, elle joue un très grand rôle dans le tissu social, dans la cohésion sociale. Quand vous avez que l'État qui est l'État-providence, en fait, tout le monde essaye d'arracher quelque chose à l'État. Et ça passe évidemment par un système politique qui devient de plus en plus un système de la redistribution tarifée, où vous redistribuez en fonction des voix que vous recevez, ce qui est le système dans lequel on vit. Donc oui, le problème de l'égalité en France, c'est un vrai problème, assez atypique par rapport à d'autres sociétés qui sont beaucoup plus dans l'équilibre entre liberté et égalité. Il faut regarder le PIB pour ça, hein. Le PIB, il est très révélateur. En Europe, 49% du PIB en moyenne, c'est de la dépense publique. Bon, 49%, c'est 50-50, vous voyez, ça veut dire qu'il y a 50%, c'est l'économie privée, marchande, 50%, c'est de la dépense publique. Bon, le pays où il y a le plus de dépenses publiques, c'est la France, hein, avec la Belgique peut-être, il y a 57%. Bon, 57%, ça veut dire qu'on est rentré dans une économie socialiste qui va générer une déformation du collège électoral, puisque aujourd'hui en France, vous avez 60% du collège électoral français qui est bénéficiaire net du système de redistribution et 40% qui est contributeur net. Bon. Alors vous êtes un homme politique rationnel, vous voulez gagner les élections, il faut avoir 51% au minimum, et donc vous vous intéressez à qui? Aux 40% contributeurs net ou aux 60% bénéficiaires net? Évidemment, aux 60% bénéficiaires net. Dans les 60% de bénéficiaires nets, vous avez qui? La grosse masse, c'est les retraités, donc vous vous intéressez à qui? Aux retraités. Hein, vous voulez gagner les élections aujourd'hui en France, vous vous intéressez aux retraités, point barre. Parce qu'ils votent en fonction évidemment de ce qu'on leur dit à eux, retraités, et ils sont très nombreux. Donc voilà le système dans lequel on est. La grande inégalité aujourd'hui, c'est entre les jeunes actifs, comme vous, et les retraités comme moi. Puisque le pouvoir d'achat aujourd'hui des retraités, il est à peu près équivalent à celui des actifs qui doivent porter tout le système de la société française, inventer l'État de demain, etc. Et donc on a intérêt... Prenez le temps de boire. On sent que vous êtes inarrêtable, mais on a le temps encore. On a intérêt à corriger cette inégalité-là. Elle est très inquiétante. Une question Oui, alors, je vais quand même essayer d'être court, mais Jean-Yves Coche, accueilli et ancien de Capgemini. Peut-être une observation et une question. Vous avez souligné le temps long de l'État. N'a-t-il pas un paradoxe curieux dans le fait que la durée moyenne des cadres A+, les 120 000 cadres A+, des fonctions d'État hospitalières et territoriales, soit de 3 ans, toute administration et toute région confondues. C'est même 18 mois, je crois, dans la préfectorale. Donc comment peut-on conduire une action, une transformation avec des cadres qui tournent aussi rapidement? Je rappelle qu'en Suède, les équipes de direction des agences publiques sont nommées pour 10 ans non renouvelables. Alors ma question, vous avez cité De Gaulle et Pompidou. Doit-on considérer que ce sont les 2 derniers présidents à avoir eu l'ambition, le courage et l'obligation de conduire la transformation dont le pays avait besoin sur la durée et donc d'influer sur l'état d'esprit des Français? Vous avez souligné leur incurie économique. On peut rappeler qu'il y a quelques années, un sondage montrait que 60% des Français confondaient chiffre d'affaires et résultats. Et donc... pourriez-vous être encore le Jacques Rueff d'un visionnaire éclairé,
ou voir le Mario Monti d'un Français dans un gouvernement techno? Merci. Aujourd'hui, en fait, on fait un peu de politique, hein, ça ne vous embête pas. Quelle est la probabilité pour 2027? C'est un duel Édouard Philippe, Bardella. C'est ce qui est le plus probable. Alors, ça veut dire en fait qu'on a un Édouard Philippe qui a intérêt à préserver l'électorat de gauche. Parce qu'il sait qu'il va avoir face à lui Bardella. Et il sait qu'il peut battre Bardella s'il y a un front républicain qui réunit l'ensemble des électeurs contre le danger du Rassemblement national. Ça va déterminer son programme. Cette analyse politique, toujours la même idée, hein, c'est je veux gagner le maximum de voix, va déterminer son programme. Il va faire un programme compatible avec la gauche. Parce qu'il veut récupérer toutes les voix de gauche pour battre Bardella au deuxième tour. Bardella, lui, il est déjà dans un parti de gauche. Donc, il va aussi faire un programme de gauche. Donc, vous allez avoir, en fait, en 2027, le choix entre deux programmes de gauche. Un programme de gauche habillé en programme de droite et un programme de gauche habillé en extrême droite. Mais la réalité, c'est qu'on va avoir un statu quo. Ce qui va se passer probablement, c'est que si les milieux économiques ne prennent pas la décision de soutenir Bardella pour une idée qui leur passerait par la tête, Bardella va être battu. Parce qu'il lui manque en fait 5-6 points qui sont sociologiquement très identifiés. C'est vous. Hein, c'est les gens qui sont investis dans le monde économique, qui sont responsables, etc. Pour l'instant, il ne les a pas, parce que le monde économique est assez rationnel. Il voit bien que le programme du Rassemblement national, c'est un tissu de démagogie, il n'y a pas de sens à tout ça, et ça ne tient pas la route. Donc, cet électorat, il est aujourd'hui très indécis. Il voit bien qu'Édouard Philippe va faire alliance avec la gauche pour une raison mathématique, hein, que sinon il ne peut pas être élu, et il voit bien que le programme du Rassemblement national, c'est déjà un programme démagogique de gauche, avec une Marine Le Pen qui est très marquée par son électorat de Hénin-Beaumont, qui est un électorat en fait de gens extrêmement peu éduqués, peu instruits, qui n'ont pas d'avenir professionnel, qui sont assistés par l'État, etc. Et c'est ça qui a fait la conscience économique de Marine Le Pen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir deux programmes de gauche avec deux candidats. Il y en a un qui va gagner, probablement Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, le jour où il a gagné, il a perdu. Hein, puisque le jour où il a gagné, tous ceux qui ont voté pour lui, mais qui sont très différents, qui se sont coalisés uniquement pour empêcher Bardella de gagner, ils vont repartir à leur parti d'origine, ils vont tous présenter des candidats aux élections législatives, et on va avoir une majorité dans laquelle, enfin, vous allez voir une Assemblée nationale dans laquelle il n'y aura pas de majorité. Vous aurez un très gros groupe Rassemblement national, parce qu'évidemment, le Rassemblement national aura encore progressé, mais qui n'aura pas la majorité absolue. Vous aurez un groupe autour du président de la République qui n'aura pas la majorité, et vous aurez une gauche qui aura repris du poil de la bête parce qu'elle aura immédiatement, dès le lendemain de l'élection, dénoncé à la fois Bardella et Édouard Philippe en disant ces gens-là sont incapables de faire le bien du peuple, etc. Donc vous aurez la situation d'aujourd'hui pendant 5 ans. Alors la situation d'aujourd'hui pendant 2 ans, c'est une catastrophe. Imaginez ce que c'est que la situation d'aujourd'hui pendant 5 ans. C'est ce que je crains. Alors, moi, je suis partisan de créer un autre candidat à l'élection présidentielle qui ne soit pas un candidat de gauche. C'est-à-dire qu'il ne soit aucun des candidats envisageables aujourd'hui, qui soit un candidat des abeilles. Je l'appelle candidat des abeilles, c'est-à-dire de ceux qui produisent, les producteurs. Les producteurs, c'est les salariés, 20 millions de Français, c'est les entrepreneurs, c'est voilà, tous ceux qui en sont en état de production. Et je pense que si on avait un candidat qui dise, bon, on a une société où il y a des producteurs et des non-producteurs, sur qui repose le futur de cette société? Les non-producteurs ou les producteurs? Tout le monde va dire, les producteurs. Alors faisons une politique pour les producteurs. Faisons une politique pour produire
Alors produire, ça ne veut pas dire au sens produire d'autrefois, mais produire, ça veut dire créer, inventer, innover, entreprendre, bâtir des choses nouvelles, réformer les administrations, etc. Mettre en fait en tension tout le monde des producteurs et leur envoyer des messages extrêmement positifs. C'est-à-dire arrêter de privilégier les retraités, arrêter de privilégier ceux qui ne produisent pas, valoriser le travail est un mot qui n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui. Le plaisir d'être actif, qui à mon avis a fait la vraie définition de ce qui... le bonheur d'être actif, si vous voulez, qu'on peut appeler le travail, mais le travail, ça vient d'un mot latin qui est le trépidium, qui est un outil de torture. Donc, je trouve que c'est un mot qui n'est pas approprié. Aujourd'hui, on peut être tellement heureux en travaillant et tellement malheureux de ne pas travailler. Donc, il faut privilégier les producteurs. Il faudrait un candidat des abeilles. Il faudrait que tous les frelons soient livrés à leur compétition interne entre frelons et que, au moins, on ait un candidat des abeilles qui représente peut-être 10-15%. Que ce candidat, le soir du premier tour, dise « Bon, il y a deux candidats, Édouard Philippe, Bardella. Moi, je n'ai pas d'a priori idéologique. Pour moi, les deux hypothèses sont extrêmement dangereuses pour le pays. Il faut sauver le pays. Et donc, on fait un deal. On fait une négociation, ça dure toute la nuit. Et le candidat des abeilles impose, il fait un appel d'offres. Il dit, voilà, mon programme, c'est un programme open source. Il est ouvert. Celui qui prend mon programme, je vote pour lui. Et je fais basculer l'élection en sa faveur. Bon, c'est un open source, mais c'est pas un open bar. C'est pas un open bar. Ça, c'est maintenant. Merci pour, en tout cas, cette nouvelle métaphore. Peut-être que vous improviseriez apiculteur, finalement. C'est ce que je comprends. Il y a peut-être une dernière question en salle. Et ensuite, alors, j'avais deux questions. J'avais deux questions auxquelles vous avez un peu répondu, parce qu'il y avait la question des 5 grandes transitions. Comment est-ce qu'on les adresse quand on n'a pas forcément un État qui est capable de... Enfin, sans État, avec un back-office, ou voilà, donc vous y avez répondu. Et la deuxième étant, comment on fait très concrètement, parce qu'on a un système qui est en train de s'auto-alimenter et qui devient de plus en plus complexe à disrupter. Donc, comment on fait pour avoir des ingénieurs sociaux? Donc, vous venez d'y répondre un petit peu avec cette métaphore du candidat des abeilles, qui est une solution, parce qu'en fait, tant qu'on a cet État-là, c'est très compliqué d'aller proposer et mettre en œuvre des solutions, les solutions que vous décrivez, d'ingénierie sociale ou de mise en œuvre de ces moyens d'inventer une société qui soit effectivement plus capable de répondre à son objet d'être là pour les citoyens et de les développer. Donc voilà. Donc j'avais par contre 2 points. Le premier, c'est qu'on ne dit pas ingénieuse, plutôt ingénieur avec un E. C'est le débat est plus ouvert sur entrepreneurs et entrepreneuses, mais voilà, ça se dit un peu plus. Voilà. Oui, alors sur la question des transitions. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de questions, alors j'essaie de les prendre avant que je les oublie. Sur la question des transitions, tout le monde dit mais c'est l'État qui va gérer nos grandes transitions. Mais l'État, il a 3 000 milliards et plus de dettes. À côté, vous avez 6 000 milliards d'épargne hors immobilier en France. Donc, vous avez d'un côté un acteur qui est surendetté, et vous avez de l'autre un acteur qui est surépargné. L'État serait capable de concevoir ce qu'il faut faire pour les grandes transitions. Il est capable de dire, voilà, il faut faire ci, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas ces 3 000 milliards. L'épargnant, lui, il est incapable de concevoir ça, parce qu'en fait, c'est des millions d'individus qui ont un contrat d'assurance vie ici et là. Donc la solution, c'est faire ce qui s'est passé au 19e siècle. En France, la révolution industrielle s'est faite non pas avec l'argent de l'État, mais avec l'argent des épargnants. Des épargnants qui ne comprenaient rien à rien. C'était des agriculteurs qui étaient le bas de laine, ce qu'on appelait le bas de laine. Ils avaient économisé et... à un moment donné, ils confiaient leur argent à des gens qui eux-mêmes achetaient des actions. Ces actions servaient à payer la révolution industrielle. Donc, faisons confiance à l'épargne des Français. Ces 6 000 milliards qui sont aujourd'hui les plus mal investis de tout le monde occidental, avec l'épargne des Allemands. Cette épargne que Trump a identifiée
comme sa prochaine cible. Puisqu'aujourd'hui, Trump, les Américains, ils sont très marrants parce que ils sont d'un cynisme absolu, mais ils disent des choses. Trump a dit, enfin c'est son secrétaire d'État au Trésor qui l'a dit, il a dit on va aller siphonner l'épargne de ces abrutis vieux qui habitent en Europe, en Corée, au Japon. Et ils ont mis en place un système redoutable, parce que les Américains n'épargnent pas, ils surconsomment, ils sont endettés, etc. Et donc Trump dit, bon, nous on est les plus intelligents du monde, et on a besoin d'argent pour financer notre intelligence, et donc comme ce n'est pas les Américains qui peuvent nous donner de l'argent parce qu'ils n'épargnent pas, on va aller pomper toute l'épargne de ces pays, mais complètement crétins, comme la France, la Corée, le Japon, l'Allemagne, qui sont des pays de vieux qui surépargnent. Et alors, cette stratégie, elle est en train d'être mise en place en ce moment. Vous allez voir les CGP, vous savez ce que c'est que les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Il y en a des milliers en France. Ils gèrent l'épargne du pharmacien, du médecin du coin, du garagiste, voilà. Toute cette épargne, elle est collectée par ces gens-là qu'on appelle les CGP. Un peu par les banques, un peu... Voilà. Tout ça va vers l'assurance vie. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des fonds américains qui aujourd'hui sont en train de s'organiser pour ratisser toute cette épargne. Vous avez les KKR, les Carlyle, les Blackstone. Ils vendent des produits aujourd'hui, mais partout en France comme des petits pains. Personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait, ce qui est en train de se passer? C'est qu'un pays qui considère qu'il est le pays le plus intelligent du monde prend l'épargne de pays vieillissants qui n'ont plus d'espérance de transformer les sociétés, d'inventer des choses nouvelles, etc. Et leur dit, bon, bah, on va faire de vous des rentiers, on va vous servir du 5-6%, hein, et ça suffira. Le surplus, c'est pour nous. Mais c'est votre argent qui va nous permettre de financer la révolution quantique, l'IA, le machin, etc. Parce que vous ne savez pas faire. Hein, vous êtes vieillissants et vous n'êtes plus des entrepreneurs. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que moi, je réponds en vous disant, ne faisons pas ça. Ne donnons pas notre épargne aux Américains, gardons-la pour nous et investissons-la dans les futurs cerveaux qui vont créer les boîtes de demain, les entreprises de demain, les ingénieurs d'aujourd'hui, etc. Facilitons le venture capital et laissons l'épargne des Français avec des mécanismes de garantie qui protègent l'épargnant, peut-être, garantie d'État, et se canaliser vers le génie français. Voilà, c'est une première réponse. Après, sur le sentiment de désespoir qu'on peut avoir devant l'État, je pense qu'avec l'IA, on peut très rapidement moderniser le back-office de l'État français. Et c'est presque une chance qu'il soit à ce point archaïque. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement faire des révolutions qui sont non pas des réparations, mais des transformations. Il y a des choses très simples à faire. Tout le monde les a à l'esprit. On a 2 systèmes en France extraordinairement efficaces pour prendre l'argent des Français. C'est le système des URSSAF et le système de la collecte des impôts. Enfin, c'est 2 machines d'une efficacité mais redoutable. Personne n'arrive à échapper aux URSSAF et aux publicains modernes. Bon, il y a quand même des montants de fraude fiscale et de fraude sociale qui ont été repérés. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui va choquer énormément. La fraude est nécessaire. Dans un pays, il faut de la fraude. La fraude, c'est l'espace, le petit espace de liberté que vous laissez au type qui est couvreur, qui voit toutes les charges sociales qu'il doit payer, etc., qui dit j'aimerais bien prendre un apprenti, mais qui ne peut pas parce qu'il voit toutes les charges sociales qu'il a à payer, il voit le risque sur l'économie qui est instable, etc. Qu'est-ce qu'il fait, ce couvreur? Il fraude. Hein, il fraude. Dans les restaurants à Paris, vous allez dans les restaurants. Bon, vous savez que tous les serveurs dans les restaurants à Paris, ils sont payés avec du black pour les heures sup. Et si on dit ah ouais, c'est de la fraude, ça, c'est scandaleux, et qu'on met un contrôleur dans chaque restaurant, ils ferment tous le lendemain. Vous n'avez plus de service. Vous avez l'heure du repas qui va être entre 12h30 et 12h45. C'est-à-dire la fraude. Alors faut juste trouver la bonne mesure. C'est toujours le problème avec la fraude, comme c'est illégal, on peut pas dire c'est bien. Non, c'est pas bien la fraude. Mais à force de vouloir
atteindre un objectif de 0 fraude dans un pays qui est extrêmement réglementé, avec des polices qui sont très efficaces. Je veux dire, les URSSAF, les contrôleurs des impôts, ils sont très très bons. C'est probablement les meilleurs du monde. Hein. Alors, en France, on veut toujours être encore meilleur dans la punition, le contrôle, la pénalité, etc. On est déjà très bon. Je veux dire, n'essayons pas. Moi, je travaille avec une équipe d'ingénieurs là, qui sont formidables. On est en train de développer un moteur IA pour faire de la transmission d'entreprise. Bon, cette équipe, c'est des gens, ils étaient à Bercy, ils ont été embauchés pour lutter contre la fraude. C'est eux qui ont mis en place le système de détection des piscines. Alors, quand je les ai rencontrés, ils m'ont expliqué ça. Ils me disaient, alors, ils attendaient que je leur dise que vous êtes bon, vous êtes intelligent, c'est formidable, vous avez réussi à identifier toutes les piscines de toute la France pour taxer les gens qui n'avaient pas déclaré leur piscine. Mais j'avais envie de leur dire, mais mettez votre intelligence au service d'autre chose. Je veux dire, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus important pour l'avenir du pays que les milliers de piscines qui ont été ouvertes là où il fait chaud soient taxées. Bon. Donc, mettons notre intelligence là où c'est vraiment nécessaire. Et je pense qu'il faut un peu de fraude. C'est humain, la fraude, si vous voulez. Ça fait partie des choses qui restent humaines. Hein, quand vous n'avez que des machines qui taxent tout le monde et il y a 0% de fraude, moi, je trouve que c'est inquiétant. Donc, merci pour cette incitation à la fraude qui est donc la respiration. J'ai juste dans le courant. Justement, une petite question plutôt d'ordre philosophique. Aujourd'hui, on voit quand même que vous disiez que vous avez été forgé dans les livres. On voit que la lecture recule, notamment chez les enfants, que la société s'accélère en général. Hein, et vous disiez que le temps long, ça reste le plus important. Donc, est-ce que de toute façon, on va pas dans le mur de par le fait qu'on accélère, enfin que tout s'accélère, qu'il y a moins de lecture, qu'on a on entend beaucoup que l'intelligence recule. Qu'est-ce qu'on pense de la génération qui arrive et de ce phénomène un peu qu'on nous décrit? Est-ce qu'on a encore un espoir? D'abord, moi je pense qu'en tant que Français, nous habitons dans un livre. La France est un livre. Moi, dans mon village, je regarde l'église, je regarde les bâtiments, je regarde les éléments d'architecture, je regarde le nom des rues. Je suis dans un livre. J'ai un peu parcouru les États-Unis, je peux vous dire qu'on n'a pas l'impression d'être dans un livre aux États-Unis. Bon, nous avons cette chance, même si nos enfants lisent moins, que nous sommes dans un immense livre ouvert, qui en fait, de façon instinctive, nous apprend énormément de choses qui sont uniques, que le reste de l'humanité n'apprend pas nécessairement. Je dirais que les Italiens aussi, ils habitent dans un livre magnifique. Vous voyez, mais un pays, c'est un livre. Des paysages, ce sont des pages. Et donc, finalement, nos écrivains du 19e siècle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils décrivaient ce livre qui s'appelle La France. La société, les paysages, les oiseaux, les machins. Donc, ça, c'est une chance que nous avons. Nous vivons dans un grand livre. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma et je pense que dans le cinéma, il y a une grande partie de ce que la littérature a apporté. La capacité à rêver quelque chose qui n'est pas le réel. Et qui est quand même le moteur de l'humain créatif. L'humain créatif, c'est pas quelqu'un qui est pragmatique, uniquement réaliste, etc., qui se contente du réel. C'est quelqu'un qui rêve, qui a des aspirations qui le dépassent, qui rêve de l'éternel, de l'absolu. Et donc, je trouve que le cinéma est le nouveau support de cette tendance de l'être humain à se dépasser lui-même et à dépasser le quotidien et le réel. Et que donc, il y a, en France, une industrie cinématographique qui est assez animée, qui est vivante. Et il y a aussi le jeu, hein, les jeux, tout ce qui est un peu créatif en France marche bien. Et donc ça prouve que malgré la baisse du niveau de l'éducation nationale, qui est en train quand même de chuter, faut quand même le reconnaître, eh bien malgré ça, malgré le fait que l'école n'accomplit plus sa mission d'égalité des chances, eh bien les Français vivent dans un formidable livre ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup Renaud. Je vais passer le mot de la fin à Godefroy, notre directeur.
Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réflexions très riches et je crois sans langue de bois, vous nous avez vraiment dit les choses. On caricature parfois l'État américain en disant que c'est une caisse d'assurance avec une grosse armée. J'ai entendu parfois une caricature, peut-être en tout cas en forçant le trait, d'un État français qui serait des ateliers nationaux doublés d'un Robin des Bois qui prend aux jeunes pour donner aux vieux. Alors bien sûr, toutes les caricatures sont des caricatures, mais nous avons cette tendance, cette tentation. Alors je veux vous dire, j'espère que dans la réflexion du candidat des abeilles, il y aura l'ambition de soutenir un front office. Vous avez souligné l'importance des front office qui préparent l'avenir et une école comme la nôtre, pardon, mais c'est mon rôle de le rappeler ici, c'est un front office. Nous avons 2000 étudiants, nous avons 500 entreprises avec lesquelles nous sommes à un instant donné en relation contractuelle, puisque c'est notre rôle dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche que d'être au contact très fort des entreprises, et c'est un chiffre tout à fait exceptionnel. Et je pense que préparer l'avenir, c'est pas simplement un objet un objectif collectif un objectif individuel qu'on doit donner à chaque entrepreneur, mais on doit avoir aussi l'esprit d'entreprise collective. Et cette école est là pour le rappeler aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Renaud Dutreil.